Hey, salut! Bienvenue à notre apéro d'industrie, le troisième de notre maintenant série. Cette semaine, on va parler d'achat média local et on a la chance d'avoir mon ami Philippe Lamarre qui a fondé Urbania et qui arbore un beau hoodie d'Urbania d'ailleurs. Et donc, il va être là Yeah. pour qu'on jase ensemble et qu'on prenne une petite bière ensemble. Ça va bien, Phil? Ça va bien, toi? Ben, ça va bien, là. Vendredi, C'est vendredi. On peut on a toffé une donc autre semaine. On a toffé une autre semaine. On a fait un autre- C'est pas mal ça le feeling, ouais, exactement. On disait l'autre fois, c'est des semaines qui ont l'air de passer une année, là. On va être, puis tu sais, le week-end, c'est un week-end confiné, fait que, mais bon, on est quand même, moi, je suis vraiment très content là, d'avoir terminé la semaine. Écoute, premièrement, ben écoute, on va boire, donc il faut boire cet apéro-là. Donc, Philippe, toi, tu bois quoi de ton côté? Moi, je bois une bière locale, Gutenberg, Pale Ale, que je vais me servir, qui est brassée à Montréal par des Es-tu artisans gluten-free? québécois. C'est Es-tu gluten? gluten-free. Non, Mais je suis toi, pas, je tu suis l'as pas pas. cœliaque. Non, non, c'est vraiment, c'est que ça traînait dans le frigidaire, puis dans des temps, quand les temps sont durs, ben, on boit ce qui reste. OK. Mais c'est de la bonne bière. C'est quand même c'est pas un restant, c'est quand même Ben oui, d'ailleurs, eux autres, ils ont acheté une de mes Vox Populi, la brasserie Vox Populi, qui est une de mes préférées, donc je les aime beaucoup. De mon côté, je vais boire un produit non local, une Sapporo. J'aime pas la Sapporo, en fait, pas tant, parce que ça goûte à rien finalement, mais ce que je fais, et pour rendre hommage au restaurant de ramen Yokato, qui selon moi, c'est les meilleurs ramen à l'est ou à l'ouest du Japon, je vais rajouter dedans du jus de yuzu. Donc ça va lui donner un petit goût un petit peu plus japonais. Et je m'ennuie de ce restaurant-là, donc c'est ce que je bois là-bas. Donc voilà. bon, ben, très approprié pour parler d'achats locaux et de produits québécois. Effectivement, effectivement. Merci. Ça commence bien, cette affaire-là. Ah, Donc, écoute, premièrement, là, Philippe, avant de commencer, j'aimerais ça voir avec toi comment tu vois qu'est-ce qui se passe de ton côté, pas nécessairement juste de ton côté, mais qu'est-ce que tu observes là, sur la scène de l'achat média, tu sais, des constats un peu plus larges là, pour commencer avant de tomber plus spécifiquement dans l'achat local. Là. ben écoute, on n'a pas besoin de raconter à tout le monde ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Là. C'est sûr que, comme tu as dit tantôt, là, il y a 3 semaines, ça me semble maintenant, il y a un an, là, on dirait qu'il y a une vie avant, après. Oui, C'est sûr que nous, quand il y a eu le shutdown, quand les écoles ont fermé, quand Legault a fait son call, justement, comme quoi là, on mettait le Québec sur pause, première affaire qu'on a faite, c'est qu'on a envoyé notre équipe de développement commercial aller un peu sonder les clients, qu'est-ce qui se passait. Puis au départ, c'était un peu comme tout le monde était un petit peu... cheers. Tout le monde était un peu dans l'esprit de... on regarde ce qui va se passer. Tu sais, moi, je me souviens, un de mes chums qui a un bar me dit « Oh, il fermait le lundi, mais il dit on va rouvrir vendredi. » Tu sais, on n'avait pas de perspective. Sauf que plus la semaine a avancé, puis plus notre équipe de développement, là, les gens mettaient leur campagne sur hold, les gens disaient attends, tel projet de branded content, on verra ce qu'on fait avec le shoot. Fait que là, on a vu vraiment que la température de l'eau baissait radicalement, extrêmement vite. Au départ, on a eu peur. Au début, on s'était comme ah, c'est pas si pire. Puis là, finalement, genre, ça a fait un espèce de crash instantané. tout ça Puis, en genre 12 heures. Là. ah, ben, 24 heures. Je te dirais 24 24 heures. heures. Le lundi, on était encore optimiste. Le mardi, ça commence à être tiède. Puis le mercredi, bon, on était là, OK, on vient de frapper le mur. Tout le monde a mis les breaks en même temps. Fait que, autant au niveau du fait de la programmatique, la pub, puis branded content, ça a été un espèce de jet total. Fait que c'est sûr que ça a Parce que été... quoi, tu parles de shoot, ça veut dire que c'est un regroupement physique de personnes dans un lieu donné. Là. Fait que... Ouais, ben tout ce qui était genre sortir des équipes sur le terrain, Ouais, ouais. faire des shoots pour des clients, il y avait les gens ne pouvaient plus faire ça. Fait que c'est sûr que c'est comme si les revenus sont passés. On était à plein régime. Il y a un mois, je pense qu'on était dans la même situation à Viso, puis nous, on était en mode croissance, on embauche, qu'est-ce qu'on fait avec le monde. Puis en dedans d'une couple de semaines, on était à l'inverse. C'est les modes coupures, qu'est-ce qu'on fait, comment on va passer à travers. Fait que c'est un peu l'état d'esprit, Ouais. puis c'est sûr que c'est un peu épeurant au début. Moi, comme entrepreneur, ça va faire en septembre, ça va faire 20 ans que je suis en business. Puis moi, j'adore cette espèce de thrill-là des montagnes russes, puis de vivre toute cette espèce d'incertitude-là. Je carbure à ça. Mais là, une ride comme celle qu'on vient de vivre, j'avais jamais vu ça. Là. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, en médias, on est vraiment... Puis c'est sûr, puis c'est connu, tu le sais, Jeff, les gens, quand ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent couper en premier dans un budget, c'est sûr que le marketing, surtout quand il n'y a pas de clients pour acheter, comme en ce moment, à part Oui. dans les supermarchés, puis les pharmacies, puis l'assurance, ben, la première fois que tu coupes, tu te dis on va couper notre marketing, on n'a rien à vendre. Effectivement. Puis justement, c'est quoi les raisons qui ont été évoquées de ton côté, toi, que tu as vu, pourquoi les gens ils ont décidé de mettre à pause, là, justement?
Ben, incertitude, le fait que, justement, que, tu sais, à part le commerce électronique, la livraison de bouffe, tout ça, tu sais, les gens ne sont pas en train de s'acheter des soft goods en ce moment, s'acheter des affaires aspirationnelles. Les gens, on est comme en mode pyramide de Maslow, dans le top de la pyramide en ce moment, tu sais, comment un abri, de la bouffe et de la sécurité, là. Fait qu'on est pas mal dans les besoins primaires. Fait que c'est sûr que tout ce qui est un peu lifestyle, tout ça, c'est sûr que c'était clairement plus une priorité à court terme. Puis, ouais, ben, disons qu'on a vu des clients, évidemment, qui ont arrêté là, parce que leurs produits, tu sais ça, ils sont fermés, ils ont juste plus de revenus, ils ont plus de capacité à capturer des revenus. Là, c'est des entreprises qui ont juste plus la possibilité de livrer leurs services comme une compagnie aérienne, par exemple, ou une entreprise dans le show business. C'est sûr qu'eux autres, qui ont tout mis à pause. Ceux que, des fois, c'est drôle, la réaction, c'est tout ce qui est e-commerce, tu sais, parce que finalement, il y en a que du e-commerce, ils sont passés, ils étaient à 10-15% de e-commerce ou à 5-10%, ils sont passés souvent à 20-25% de e-commerce, mais ils sont quand même un peu sur le break aussi. On a l'impression qu'il y a des gens qui disent, on dirait que c'est pas le temps de communiquer. Je sais pas si c'est quoi les raisons qui t'ont été servies, toi. Il y en a-tu que tu dis, coudonc, vous devriez communiquer puis ils le font pas, mettons. Il y en a-tu que tu as vu comme ça? Ben, honnêtement, les gens étaient tellement clueless que c'était même pas une question d'essayer de les convaincre. Ils étaient vraiment comme des chevreuils sur l'autoroute. Non, c'est sûr que, tu sais, il y avait un enjeu aussi, comme, tu sais, tous les médias, puis nous incluant, on s'est mis, c'est presque devenu mur à mur, coronavirus, puis même, tu sais, en achat programmatique, les gens barraient toutes les, tu sais, on monétise pas, les gens voulaient pas être associés à des contenus associés au virus, au coronavirus, aux enjeux de santé. Fait que déjà là, tu barrais énormément d'inventaire parce que quand c'est rendu 90% de ton contenu, ça veut dire que 90% de ton inventaire est relié à quelque chose auquel les gens veulent pas être associés. Fait que c'est sûr que c'est un peu comme des crash boursiers, c'est tout le temps un espèce de mouvement psychologique où il y a un effet d'entraînement. Là, tu vois ton voisin mettre les breaks, tu mets les breaks, là, c'est comme ça qu'on a vécu le carambolage. Là. Moi, mais moi, le crash boursier, ça me fait justement raison de plus. Je trouve qu'il y a des parallèles à faire, puis parce que, tu sais, quand il y a un crash boursier, on le sait, les gens qui pensent moindrement stratégique, ils voient un crash boursier, ils voient une opportunité d'acheter. Ouais. Ils ne voient pas nécessairement, justement, une opportunité de se retirer. Puis, c'est un peu le même principe, parce qu'actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation assez importante de l'inventaire. On parlait à un des grands médias québécois, canadiens, dans les dernières heures, on a reçu des informations. C'est plus que 50% de hausse dans certains de leurs produits en termes d'inventaire. Tu sais, on pense à du streaming, d'entertainment, puis on pense à de la nouvelle. Évidemment, on est dans le 30 à 50% d'augmentation, mais les prix de la publicité, à cause du fait que, bon, l'inventaire augmente, mais il y a plus d'annonceurs qui se retirent que de nouveaux qui arrivent, les prix crash, là. Tu sais, on est vraiment dans une situation, je sais pas si tu nous en parleras peut-être de ton côté, là, mais ce qu'on voit, c'est des prix qui sont à la baisse de façon importante, là. Que ce soit en 15%. Ben exactement, surtout avec tous les algorithmes dynamiques que notre industrie est composée, ben on voit tu sais, on a vu, nous cette semaine par exemple, on a vu sur Facebook, depuis que les écoles ont fermé, une diminution du CPM de 71% en moyenne. 71%. Ça, c'est la plus grosse baisse qu'on a vue, c'est sur Facebook. On en a vu d'autres, tu sais, dans des outils premium de télé en ligne, j'appelle ça de la télé en ligne, là, on parle d'à peu près 50% de rabais là, actuellement qu'on reçoit là, des publishers. Quand on parle d'achat programmatique, on est dans le 30-35% environ quand on est dans les plateformes programmatiques. Puis en premium, c'est-à-dire un achat vraiment de gré à gré, d'humain à humain, on va plus être de 25 à 50% là, de baisse de prix. Donc, comment ça s'est reflété chez vous, ça? Ben, nous autres, c'est sûr que la baisse de prix, on n'a pas le choix. Là. Il fallait montrer, premièrement, il fallait montrer qu'on voulait de la business, fait qu'il fallait être agressif. Ouais. Puis, mais c'est sûr que moi, j'ai des discussions avec pas mal d'éditeurs canadiens, anglais au Canada, justement, qui vendent au volume, qui vendent vraiment 95% de leur stock en programmatique. C'est 30 à 40% de baisse généralisée mur à mur. Fait que les CPM baissent, l'offre augmente, c'est ça. Puis il y a plus d'offres, il y a plus de gens confinés, donc plus de gens qui consomment du contenu, mais il y a moins de demandes. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, c'est complètement débalancé. L'offre est énorme, la demande est infime. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que ça fait chuter. Puis en ce moment, tu vois, ce qui se trame en ce moment, les seuls acheteurs, les seuls qui sont en train de pomper de l'argent dans le système, ben, c'est les gouvernements. Du côté, moi, j'ai parlé aux gens du gouvernement du Québec qui décuplent leurs investissements médias dans les prochains mois. Donc, ils sont passés d'à peu près un achat entre 900 000, 1 million par mois à 9-10 millions par mois.
Et qui va être... Ouais, puis ça, c'est stratégique. C'est un croisement entre une mesure d'aide d'urgence puis des investissements de santé publique pour justement... Ben, c'est comme une subvention qui leur permet de communiquer massivement au public aussi. Là. Ben, c'est d'une pierre deux coups, d'une certaine façon. Il y a clairement des enjeux à communiquer à la population, mais il y a des... Quand on a vu que Capital Média a arrêté d'imprimer ses journaux, qu'on a tout mis du monde à la porte, tous les médias ont été obligés de mettre du monde à la porte, justement, comme les revenus ont tellement chuté de façon instantanée. Fait qu'il y a ça, puis du côté fédéral, le gouvernement Trudeau a annoncé 30 millions d'investissements sur les 6 à 9 prochains mois. C'est sûr que c'est les acheteurs de pub en ce moment, c'est les deux paliers de gouvernement. Ce qui est jamais bon signe, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une injection d'argent, mais quand ça vient de deux clients qui transitent par la même agence média, disons qu'on n'est pas dans un marché libre et foisonnant. Effectivement. Non. Oui, donc ça passe par une agence média. Ça, à la base, on s'entend que c'était un move bizarre là, de façon générale. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, le gouvernement n'a pas d'effectif. De passer par une agence média l'ensemble des achats gouvernementaux. Ben, c'est peut-être un hasard, là, parce qu'évidemment, c'est Cossette Média qui a les deux mandats, donc c'est sûr que c'est drôle. C'est comme c'est une agence qui est comme redistributeur de la richesse globale, mais une agence. À d'autres agences. Exactement, des agences, des éditeurs. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, leur rôle, il est assez stratégique entre le gouvernement puis les éditeurs puis les agences. C'est sûr que Cossette Média, en ce moment, a un rôle presque de bon citoyen. C'est sûr qu'Axel Dumont, en ce moment... On espère qu'ils sont des bons citoyens. On peut leur faire confiance. Mais il reste que c'est un rôle un petit peu particulier là, parce qu'eux-mêmes font de la planification média. Donc, il y a un petit côté un peu clergé et politique dans la même chambre. Là. Mais tu sens qu'il y a quand même un désir de leur côté d'ouvrir au plus grand nombre parce qu'ils ont fait, Axel Dumont a organisé des appels à grandeur du Canada avec justement tous les médias, tous les acheteurs, ceux qui distribuent de la pub, justement, pour qu'on ait tous sur des appels communs à pouvoir déposer des pitchs. Il y a personne qui est laissé de côté. OK, ben, tant mieux, je suis bien content d'entendre ça. Du plus petit média Inuit aux plus grosses boîtes de Radio-Canada, TVA, Québécois, tout le monde est là. Après ça, c'est sûr que là, on va être comme des hyènes sur un morceau de steak dans la savane. Là, on va tous se pitcher puis on va tout s'entre-déchirer. Mais moi, je trouve que dans un contexte comme ça, c'est pas le temps de jouer chacun pour soi, c'est le temps de se serrer les coudes et de jouer, d'avoir un peu de solidarité et d'essayer de s'entraider. Parce que c'est notre premier réflexe humain, là, quand tu manques d'oxygène, tu es prêt à arracher le masque de ton prochain pour y voler sa bouffée d'air. Et dans un cas comme ça, je pense que, en tout cas, moi, comme entrepreneur, je vois vraiment comme une occasion qu'on s'aide tous à remonter à la côte ensemble parce qu'une industrie, moi, je veux pas être le seul qui va bien dans une industrie qui est en train de mourir. C'est bien évident. Puis d'ailleurs, parlant de solidarité, tu trouves pas, moi, je trouve que les annonceurs, parfois, on dirait qu'il y en a plusieurs qui nous disent on veut pas avoir l'air opportuniste, on veut pas avoir l'air profiteur, on préfère mettre ça sur hold. Tu sais, le côté chevreuil que tu parlais tantôt, on le sent bien. Ouais. Puis le côté, par contre, solidarité, justement, c'est pas une bonne occasion pour un annonceur de démontrer sa solidarité puis montrer comment il contribue, puis justement d'afficher, de se positionner, même s'il y a des contenus qu'à côté, si on parle du COVID puis que c'est dégueulasse puis qu'on est tous tannés d'en entendre parler, je veux dire, c'est quand même une bonne occasion de parler à ses consommateurs pour dire comment, en tant que marque, il agit comme bon citoyen. Tu sais, je regardais l'initiative de la Banque nationale, je veux pas les licher trop fort parce que c'est mes clients, mais j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils donnent leur temps d'antenne à Emma Québec. J'ai trouvé que c'était vraiment justement un bel exemple de, tu sais, regarde, on est là puis on donne la parole à quelqu'un qui a plus besoin de parler que nous en ce moment. Tu sais, comment tu vois ça? Ben, moi, je pense effectivement c'est l'occasion pour les entreprises de montrer qu'elles sont plus que des machines à faire du fric. C'est l'occasion de montrer que tu es un bon citoyen corporatif. Puis c'est drôle parce que je vais donner un exemple. Là. On est allé tourner un topo avec notre journaliste Hugo Meunier à Québec pour une compagnie de plexiglas qui a complètement changé sa production pour fabriquer des masques pour les gens qui côtoient des gens malades. Ouais. Puis tu sais, c'est un petit topo d'un petit 3 minutes qu'on a fait, qui a bien marché sur Facebook. Mais tu sais, le propriétaire de l'entreprise nous a écrit pour nous dire « Hey, moi, j'aimerais ça sponsoriser le reportage. » C'est aucunement du branded content. C'est un reportage où on est même un peu taquin avec le gars, on rigole. Mais tu vois, lui, il a quand même vu ça comme une opportunité de faire rayonner son entreprise. Fait que moi, je pense que le réflexe de ce gars-là, je pense que les marques, même les grandes marques, devraient avoir un petit peu ce même réflexe-là, c'est que de se dire comment je peux, sans être opportuniste, comment je peux jouer un rôle citoyen, puis tant qu'à jouer un bon rôle, ben faisons-le connaître au plus grand nombre. Ouais, moi je me suis posé la question, puis je l'ai posée à beaucoup de gens, puis tu sais, j'ai des réponses qui m'ont surpris quand même que je m'attendais pas. Tu sais, il y a un de mes clients qui me dit, ben tu sais, il dit c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que notre stock n'est jamais arrivé à cause que la Chine n'a pas pu fournir le produit qu'on vend pendant le mois de janvier-février. Fait qu'à quelque part, c'est une bonne affaire parce qu'on ne se retrouve pas avec des surplus de produits.
pour ne pas les nommer, sont en fashion. Fait que, en fashion, tu as une question de collection. Tu as ta collection maintenant, mais quand ça va, mettons que ça arrête en juillet, cette affaire-là, ta collection de printemps est comme plus à date. Tu es rendu à l'automne. Fait que, il y a comme il y a ça. Il m'a dit, écoute, on l'a même pas le stock. Fait que là, je suis comme, OK, bonne raison. Puis, il y en a d'autres qui m'ont dit, j'ai perdu mon idée. Fait que, regarde, je vais juste. Prends une gorgée de bière. J'avais une idée, puis là, j'ai comme. Mais bon, regarde. Mais fait que, bref, on s'entend qu'il y a des opportunités, puis on revient à la bourse de tantôt. Tu penses-tu que quand ça va popper, là, parce que là, actuellement, on voit vraiment des baisses de prix importantes. Ça, c'est ce qu'on remarque. Il y a la télé qui a l'air d'être moins heurtée que les autres, mais il reste que ces opportunités-là, est-ce que tu penses que justement, on va voir l'effet inverse après? C'est-à-dire qu'il va y avoir trop d'annonceurs en même temps, puis là, les prix vont augmenter de façon massive? Eh boy, la question à 1 million. À quelle vitesse l'économie va reprendre? C'est un peu ça la question. Puis, puis c'est comme ce qui est difficile en ce moment, c'est que la durée de cette affaire-là, on le sait pas. Là, moi, je commence à entendre qu'on sortira, on pourra pas recommencer à sortir avant Saint-Jean, puis ça commence même à ressembler plus à juillet. Donc là, il y a plein de gens, dans toutes les industries qui vont manquer le début de l'été. Puis on sait qu'à Montréal, quand le Grand Prix arrive, tout ça, c'est l'espèce de début justement où le monde commence à sortir, puis on sort de notre tanière, puis on commence à dépenser, puis on vit ses terrasses, tout ça. Fait que si on manque ce stretch-là, je t'avoue qu'au niveau commercial, écoute, je me suis jamais fait ces scénarios-là dans ma tête, puis en ce moment, on dirait que dans ma tête, l'économie reprend en septembre. Mais après ça, à quelle vitesse ça va rebondir? Ça va-tu rebondir aussi vite que ça a crashé? J'en doute. Honnêtement, j'ai regardé des études un petit peu qui, tu sais, la durée de reprise des crashs boursiers des 100 dernières années, là. La médiane, c'est 2 ans et demi. Le plus rapide, ça a été 1 an et demi pour revenir à peu près au cours boursier que pré-crash. Fait que, tu sais, si tu dis dans un mode le plus optimiste depuis 100 ans, ça a été 1 an et demi que ça a pris à revenir au niveau pré-crash. Fait qu'honnêtement, ben, je veux pas être décourageant, mais c'est sûr que moi, j'essaie d'imaginer des modèles d'affaires un peu alternatifs parce que c'est sûr que, tu sais, je parlais un petit peu de mes discussions que j'ai eues avec les publishers canadiens, anglais, anglophones qui fonctionnent à 100% programmatique. Tu sais, quand ton marché crash comme ça puis que tu peux même pas le remonter toi-même, c'est complètement des facteurs extérieurs, tu contrôles pas ta business. Moi j'ai c'est drôle parce qu'il y a 6 mois, c'était un défaut d'être un petit artisanal. Tout en ce moment, c'est ma plus grande force, c'est de pouvoir me revirer sur un 10 cents puis de pouvoir réinventer mon modèle d'affaires du jour au lendemain. Tu sais, si j'avais les mains attachées dans un site où il y a 100% de mes revenus viennent de la programmatique, honnêtement, te revirer sur un 10 cents quand tout ton setup commercial est basé sur des robots, des machines, puis qu'est-ce que ça veut dire, justement, parle-nous-en donc, qu'est-ce que ça veut dire se retourner sur un 10 cents? Parce que tu parlais du branded content tantôt, que c'était plus difficile. Fait que qu'est-ce que ça veut dire concrètement chez Urbania se retourner sur un 10 cents? Ben, premièrement, moi, c'est sûr que le jour où on a crash, le lundi où on est rentré, puis là, toute l'équipe, on annonçait des coupures, c'était tough, tout ça, j'étais un peu découragé. La réaction de l'équipe a été super positive, tout le monde s'est tourné. Puis là, écoute, on a dit, nous autres, le core de notre business, c'est du contenu rédactionnel avec un peu de vidéo, un peu d'audio, tout ça. Mais tu sais, la colonne vertébrale de notre contenu, c'est du rédactionnel. Mais là, j'ai dit, regarde, en ce moment, comme on va couper les dépenses de pigistes, puis on va arrêter d'envoyer de l'argent à l'externe, ben, on a une équipe de vidéo en interne qu'on garde. Et là, regarde, on met la vidéo au cœur de notre offre éditoriale. On a envoyé nos journalistes sur le terrain. On a vraiment fait, là, regarde, ça fait longtemps qu'on parle de faire plus de terrain, mais c'est votre occasion. En ce moment, il y a personne qui est dehors. Il y a des histoires à couvrir. On est à peu près, au niveau du terrain, on a le même genre de nombre d'effectifs que la presse ou que le devoir, dans le sens qu'on a 2 journalistes qui sont sur le terrain, qu'un réalisateur, on a 2 monteurs qui sont chez eux à monter les topos. Fait qu'on a vraiment poussé la vidéo au fond, puis on a dit, puis moi j'ai dit, regarde, on fera pas d'argent en programmatique puis en branded content ces prochains mois ou les 2 prochains mois. Attaquons puis augmentons le reach puis l'engagement de la marque puis de la communauté. Puis c'est là qu'on a vraiment dit, regarde, c'est ça qu'on fait. Puis comment tu as réussi à attacher la monétisation à ça? Ben ça, c'est que j'ai fait fuck la monétisation pour un mois ou 2 là. Okay. Je vais y aller pour du reach, je vais augmenter la portée de la marque, je vais me faire voir sur le terrain, je vais montrer notre capacité justement à être pertinent et à être utile en temps de crise. Puis je ressortirai de ce moment-là, avec une équipe qui a montré qu'on était capable de se revirer sur une scène. Donc même qui a appris plein d'affaires. Exactement, qui a appris que tout ce qu'on disait que oui, tout ce qui prenait 6 mois avant, là, tout faire des changements à des humains, c'est long. Mais là, on dirait qu'avec ce qui s'est passé, les changements s'effectuent en 24 heures, puis avec une espèce d'enthousiasme que j'avais jamais vu dans les visages des gens. Fait qu'on a vraiment poussé cet aspect-là. Fait que moi, ce que je me dis, c'est qu'on va sortir de la crise. Notre reach va avoir augmenté, on va avoir montré notre pertinence.
Puis à ce moment-là, moi, je pense que c'est là que je suis en train de réfléchir à avoir des produits qui sont vraiment adaptés à une espèce d'économie qui se rebâtit. Parce que là, on va être un peu comme une terre brûlée. On va être, tu sais, les gens vont se ramasser. Il y a eu plein de mises à pied qui sont en ce moment temporaires, qui vont devenir permanentes. Il y a plein de gens... un volcan, la terre sera plus fertile, là. Ben oui, mais en même temps, ça va prendre un certain temps avant de se régénérer, là, avant que ça pousse puis que les plantes sortent de terre, on s'entend que ça va prendre un peu de temps. Et puis à ce moment-là, ben moi, c'est sûr que là, je veux être un acteur dans la régénération de l'économie locale. T'sais, moi, j'ai tout le temps vu Urbania comme une marque dont les racines sont profondément québécoises. Puis moi, je veux aider d'autres entreprises à sortir de ça, d'autres médias. Je veux vraiment sentir que on a profité de cette espèce de repli sur soi-là. C'est un écart que le beau fait, je pense que c'est un des phénomènes de ce qui se passe en ce moment. C'est que tout le monde se rend compte que la mondialisation, c'est un beau rêve, mais dans le concret, quand tu plantes tout en même temps, comme la Terre vient de planter comme ça à cause d'un virus. Tu as besoin d'une relation avec un humain que tu peux appeler, là. Ben, c'est ça. Puis c'est ça aussi, l'économie locale, c'est que tu connais la face de la personne à qui tu donnes ton argent, puis tu sais où il va aller après ça, ton argent. Tu n'es pas en train d'envoyer, justement, comme quand on envoie de l'argent à Amazon, que tu sais qu'on fait juste sortir l'argent du pays puis qu'on n'aide pas notre propre économie. Fait que la conscience de l'écosystème, pour moi, est revenue très fort dans mon esprit. Je l'avais déjà avant, mais on dirait que maintenant, c'est une évidence qu'au niveau même des produits qu'on va offrir à des annonceurs ou à des partenaires, on va vraiment faire en sorte que ça génère l'économie locale, mais d'une façon vraiment transversale. OK. Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, je pense que ton histoire de Reach, c'est intéressant. Nous, c'est beaucoup ce qu'on parle à nos clients. On leur dit tu sais, c'est le temps d'investir sur de la visite parce que les gens visitent, ils achètent peut-être moins parce qu'ils ont peut-être des challenges financiers et tout ça. Mais il faut essayer de saisir l'opportunité e-com parce que, tu sais, beaucoup de nos clients nous disent « Ouais, mais tu sais, e-com, c'est beau, je passe de 10% d'e-com à 20%, mais il reste que mes magasins sont fermés puis je perds 80% de mes revenus. » Ouais, mais imagine si tu n'avais pas d'e-com puis tu étais à moins 100% de tes revenus. Déjà, il y a ça. Mais il y a aussi le côté d'essayer de bâtir des bassins d'audience qui vont te permettre de, quand les prix vont augmenter puis que ça va reprendre, d'avoir des bassins d'audience pour pouvoir leur reparler à ces clients-là qui sont qualifiés. Ben, nous, on pense que c'est une des choses à faire pour se préparer ou après, là, tu sais. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ben, ceux qui arrêtent les conversations en ce moment, c'est sûr que ça va repartir de la machine, ça va être un peu comme l'économie, là. Si les marques vont un peu comme les humains vont se cacher dans leur appartement puis s'exposent pas au public, c'est sûr que ce sont pas celles dont on va se souvenir quand on va sortir de ça. Moi, c'est exactement la philosophie que j'ai eue avec notre marque média. C'est qu'il faut qu'on reste présent dans l'esprit des gens puis qu'on montre que oui, parfois on fait des petits contenus fun, rigolos, mais dans un moment comme ça, il faut qu'on montre notre pertinence. Puis notre slogan chez Urbania, c'est rendre l'ordinaire extraordinaire. Mais allons voir les gens ordinaires puis comment ça les impacte une situation comme ça. Puis rendons-leur honneur, puis montrons, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut garder le cap. Dans des moments de crise, c'est sûr que notre premier réflexe, c'est d'essayer de trouver, de bifurquer, aller chercher le prochain cash, puis tout ça. Puis moi, honnêtement, de façon très réaliste, j'ai regardé une perspective de 2 mois, de 2-3 mois. J'ai dit, regarde, honnêtement, en médias, là, on fera pas la fortune. Oui, on va peut-être aller chercher un petit morceau d'argent du fédéral, du provincial, mais ça va être c'est de l'air artificiel. Mais moi, je veux qu'en septembre, quand l'économie va commencer à redécoller doucement, ou très vite, on espère, ben, je veux que je sois top of mind. Je veux devenir top of mind. Je veux pas que je sois la marque qui est en train de ramer et d'essayer de rattraper le temps que... Oui, toi, tu veux justement là, communiquer plus que jamais. D'ailleurs, ça marche-tu? As-tu plus de trafic que tu en avais? 65% d'augmentation de l'engagement et du reach sur Facebook. Non, on voit l'impact. C'est sûr que... Ben, nice job, c'est sûr qu'en ce moment... Ben, nice job dans le sens... Non, mais je veux dire, tu l'as fait, tu mérites... t'as fait des efforts supplémentaires, tu l'as dit. Ah, puis ça paraît, puis c'est le fun pour l'équipe, parce que c'est sûr que, tu sais, quand t'es un chef d'entreprise, tu cales des shots. Tu sais, moi, j'ai collé ça, là, au doigt, là, j'ai sorti mon... Tu sais, je fais semblant de sortir mon doigt, là. Honnêtement, je suis arrivé un matin, j'ai dit, c'est pas vrai qu'on va mettre tout le monde dehors, puis qu'on va arrêter de faire ce qu'on fait, là, on attaque. Mais c'est la job d'un visionnaire. C'est la job d'un visionnaire d'entreprise de justement d'avoir son, tu sais, de sentir ce qui s'en vient puis d'essayer d'amener ses troupes avec lui, d'être un leader. Finalement, c'est un bon moment pour montrer c'est qui un leader. Ouais. T'as-tu essayé justement avec ta hausse d'inventaire, t'as-tu réfléchi à d'autres modèles de monétisation? Tu sais, je sais pas, moi je sais que le Guardian est arrivé en vente avec demande une donation. Le New York Times a poussé au maximum son abonnement. Quartz aussi, tu sais, t'as-tu réfléchi à ça ou pour l'instant, tu t'en fous? Ben, tu sais, dans leur cas, c'est un peu comme la presse. C'est des médias d'information qui peuvent jouer cette game-là, du don, tout ça. Je pense que dans notre cas, c'est pas vraiment notre souci premier.
Mais c'est sûr que le premier move qu'on a fait, et on a essayé d'annoncer des bonnes nouvelles à nos partenaires. On a fait des infolettes à nos partenaires pour dire que nous autres, regarde, on n'est pas en train de diminuer la voilure, on attaque, on fait des rabais. Si vous avez, on comprend que tout le monde a moins de trésorerie puis a moins d'argent à investir, mais on est prêt à faire des rabais puis on est agressif. Et pas parce qu'on veut casser le marché, juste parce qu'on veut tendre la main aux gens et dire on veut continuer de faire de la business. Tu sais, c'est un peu comme tout le monde en ce moment. Là, tu sais, tout le monde qui a des payables à négocier en ce moment, tout le monde est négociable. Tu sais, tu peux retarder tes paiements de 30 jours. Il n'y a personne qui va t'arracher la tête pour ça en ce moment. Fait que c'est sûr qu'on a tendu la main, on a montré qu'on était open for business, puis on a montré qu'on va continuer à essayer de générer des grandes audiences. Mais c'est sûr qu'en ce moment, le type de clientèle qu'on a habituellement sont pas en mode investissement en ce moment. Non, ouais, OK. D'ailleurs, si on passe vraiment à la partie achat média local de notre discussion, là, ce matin, ou en tout cas cette semaine, il y a eu le PDG de Torstar qui a envoyé une lettre ouverte sur LinkedIn qui a dit que les marques avaient une grande responsabilité dans l'écosystème média. Comment tu vois ça, toi? Tu penses-tu que les marques sont responsables tout ou en partie de la santé financière de nos médias? Ben, moi, je pense que tous les citoyens devraient avoir à cœur la santé des médias. Parce que les médias, c'est le reflet des peuples. C'est ceux qui essaient de renvoyer aux gens une image qui correspond à leur existence à un moment dans l'histoire. Fait que, oui, les marques ont la responsabilité. C'est sûr que, quand on parlait des dons ou de payer pour tes médias, ça aussi, ça fait partie du devoir du citoyen. Mais pour moi, les marques, au même titre que les citoyens, ont un devoir, effectivement, de regarder où est-ce qu'ils placent leur argent, puis comment leur argent va descendre. Puis moi, c'est un peu la réflexion que doivent se faire les entreprises en ce moment qui annoncent. Tu sais, c'est le fun, tu sais, tous les rapports de performance au sous-prêt avec Facebook et tout ça. Mais tu sais, les marques qui décident d'aller directement envoyer de l'argent à Facebook puis qui font leurs achats eux-mêmes puis qui pensent qu'un média comme nous ou comme La Presse ou comme Capital Média ou comme peu importe Québécois est pas un intermédiaire nécessaire dans l'équation. Pour moi, c'est que t'es pas un bon citoyen parce que tu t'envoies ton argent à l'étranger puis c'est comme si tu bypassais ton propre écosystème. C'est comme si tu respectais pas notre travail. Tu sais, notre travail qui est de bâtir des communautés autour de nos marques, autour de notre contenu, puis de créer une espèce de lien de sympathie ou d'amour envers les marques qu'on représente. Fait que, tu sais, c'est sûr que les annonceurs, s'ils veulent ramasser le top du funnel, tu sais, je comprends que vers la fin du funnel où tout est vraiment, c'est de l'acquisition et de la conversion. Ça, je comprends qu'au niveau de la technologie, c'est peut-être pas le rôle des médias de faire cette partie-là de la conversion. Mais le top du funnel, il faut travailler de main dans la main. Tu sais, pour moi, les annonceurs et les médias, on est comme chien et chat. Tu sais, on s'haït, mais on s'aime en même temps, mais on est obligé de travailler ensemble. Mais pourquoi on est rendu là? Pourquoi il le voit pas, ce côté-là, que l'opportunité? Pourquoi il ne voit pas l'opportunité? Parce qu'à un moment donné, tu sais, le bâton, puis dire là, il faudrait que tu investisses local, tu sais, c'est peut-être pas super vendeur comme approche. Ce serait peut-être plus de convaincre puis de dire comment tu peux montrer que c'est brillant d'investir local. Tu sais, c'est comme, je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Parce qu'il y a une raison pour que tout le monde s'est rendu sur le GAFA pour annoncer. Parce que tu l'as dit, oui, ils ont des petits rapports à la performance. Tout est mesurable, oui. Mais tu sais, je veux dire, il y a quand même, il y a peut-être des gens dans les médias locaux qui n'ont peut-être pas travaillé assez là-dessus. Puis peut-être que, je sais pas, tu sais, le côté justement, penser au ROI puis éduquer sur le fait que l'attribution, c'est important puis qu'il faut attacher des choses ensemble pour bien comprendre le big picture. Tu sais, c'est quoi le rôle des médias locaux là-dedans par rapport aux annonceurs pour pouvoir les aider à comprendre c'est où que c'est intéressant, le rôle qu'ils peuvent jouer puis comment ils peuvent vraiment contribuer. Ben moi, pour être dans une approche carotte, là. Là, je vais pitcher un peu de boîte, mais je ne le fais pas méchamment. Correct, on est là pour avoir du fun. On boit de la bière. Hein, ben, c'est ça. Non, mais, exactement. J'ai même boire une deuxième bière, moi, tu vois. Eh ben, tu bois plus vite que moi, c'est rare. Oui, mais la Sapporo aussi, c'est comme de l'eau, là. La bière ontarienne. Mais, des petits enfants qui... Mais, honnêtement, les médias traditionnels ont été un peu paresseux. On va se le dire, là, ils étaient dans une position de domination de marché depuis 30 ans. Tu devais, quand tu devais annoncer, il fallait que tu achètes la page 2 du journal, puis il fallait, toutes les compagnies d'auto, c'était ils voyaient le passage obligé dans le journal, puis à la télé, puis aux heures de grande écoute. Puis je pense que les médias traditionnels ont eu l'impression que cette position-là était éternelle. Donc, ça les a rendus un peu paresseux parce que l'argent rentre, c'est très payant, tu as des grosses marges.
Fait que tu n'es pas en train de t'inquiéter de ton avenir quand tu fais de la grosse marge. Quand tu fais de la grosse marge, tu essaies juste d'optimiser et de faire plus d'argent. Mais là, tout le temps, les revenus d'aujourd'hui sont l'ennemi des revenus de demain. Ben c'est ça. Puis, tu sais, quand tu as des produits comme Google, Facebook, qui sont arrivés avec de la publicité extrêmement mesurable, de performance pure, ben c'est sûr pour que les gens de marketing, d'avoir des outils de mesure aussi précis versus te dire que tu pitches de l'argent en pub, tu sais pas qui la voit. Mais tu sais, la fameuse phrase que tu pitches 100% de ton argent en pub, il y en a 50% qui disparaît, mais tu sais pas lequel 50%. Ben, c'est un peu ça la vision des médias traditionnels. Là, c'est que les gens ont l'impression de comprendre c'est quel 50% qui marche. Là. Ben, ils le comprennent, mais c'est comme si tu avais enlevé toute la partie artistique du domaine des médias. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, OK, fine, mais tu sais, nous autres, des fois, on va parler souvent à une équipe que leur responsabilité, c'est les ventes là, à court terme. C'est ça leur KPI, c'est là-dessus qu'ils se font payer un bonus à la fin de l'année. Fait que, même pas, eux autres, le côté artistique, no offense, mais ils s'en foutent un peu. Là, ben, alors, la partie artistique. Non, mais là, tu as un autre côté, tu as une équipe qui va être plus sur le brand. Tu sais, nos grands annonceurs, souvent, ils vont avoir un petit côté de bicéphale. Puis, fait que, tu sais, comment tu fais pour faire la réconciliation entre les deux? Parce que finalement, c'est là que la réponse, ça se trouve. Parce que si tu le regardes juste low funnel, nous autres, on le sait, là, on travaille avec beaucoup de monde en e-com. Puis quand on pense tellement low funnel, on oublie de nourrir le haut du funnel, puis on se retrouve qu'on n'a plus d'action dans le bas de notre funnel à un moment donné. Nous autres, on dit c'est le chien qui court après sa queue. Tu sais, tu fais du remarketing, là, puis tu parles tout le temps au même monde, mais finalement, à un moment donné, il faut que tu y ailles dans le parc à chiens, jouer avec d'autres chiens-chiens, si tu veux, comme découvrir d'autres clients qui s'intéressent à ta marque. Fait que c'est comme comment qu'on fait pour attacher tout ça ensemble pour que le côté créatif soit au service aussi de la performance. Parce que at the end of the day, c'est des business. Ben oui, mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, chez Adviso, je pense que vous êtes les champions de ça. Tu sais, vous êtes vraiment numbers driven. Mais vous avez la sensibilité du contenu, vous comprenez l'importance du contenu dans votre mix. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Mais pour moi, c'est ça les vrais marketeurs d'aujourd'hui et de demain. C'est des gens qui sont capables de combiner justement le top du funnel avec le bas, puis sont capables de faire. Tu sais que c'est pas un funnel divisé en deux là. Tu sais, il y a pas un filtre entre les deux du funnel. Mais c'est du monde qui passe à travers deux étapes d'un même processus. Ben oui, puis tu sais, tu regardes, c'est con là, mais les annonceurs en voiture là, qui sont tout le temps en mode promo, shift, nanana, tout ça. Alors qu'ils comprennent pas que 80% de l'achat d'une voiture, c'est identitaire, puis c'est oui, ça, à la fin, t'arrives, qu'est-ce que je peux me payer? Mais ça, d'oublier cette partie-là, ça montre, ça, c'est un peu la dérive, je pense, du chiffrier, là. Tu sais, l'obsession du data, je pense que c'est très positif, mais c'est comme tous les cerveaux, là. C'est un cerveau qui est juste rationnel, t'es plate dans la vie. Si t'es juste artistique, t'es pauvre. Fait que, tu sais, ce que tu veux, c'est être un peu. Mais il faut que tu aies un bon mix. Puis en marketing, c'est la même chose. Tu sais, des grands artistes incapables de vendre, de pitcher leur œuvre, ben, ils restent chez eux puis ils font des chefs-d'œuvre que personne ne va voir. Puis des grands marketeurs qui sont juste sur leur calculatrice à calculer leur coût de revient, ben, eux autres, ils créeront rien qui va avoir une pérennité sur Terre. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a besoin des deux côtés du cerveau. C'est un peu ça, le rôle d'un média, c'est de, oui, être capable d'attirer des gens parce que ton contenu, il est fort, il est intéressant, mais après ça, c'est ton modèle économique, c'est d'avoir des annonceurs, mais c'est comment ils trouvent leur compte, comment tu les intègres dans cet univers-là. Tu sais, la pub traditionnelle, c'est tout le temps un univers où tu avais un party média, puis là, tu avais des annonceurs qui venaient acheter leur spot au soleil, qui s'incrustaient dans ton contenu. Maintenant, on est dans une dynamique avec les réseaux sociaux où on est obligé de danser ensemble, on est obligé de trouver une façon de faire en sorte que ce soit une expérience holistique. C'est pour ça que la pub de display, tout ça, tu sais, c'est bien. Là, on en a acheté, c'est de l'argent facile à faire, mais c'est pas ça l'avenir des médias. Tu sais, c'est pas de la pub de display, c'est trouver une façon d'intégrer un mix marketing dans ton contenu qui est intelligent, qui apporte une valeur ajoutée à tes clients. Je pense que dans un temps de crise comme en ce moment, là, comme on vit, où justement l'utilitaire remonte très haut, là, à quoi on sert les médias? Puis à quoi sert le marketing dans tout ça? Il faut se poser la question à quoi on sert. Ouais. C'est ça la question fondamentale. Le GAFA a quand même contribué positivement dans le sens où leurs algorithmes, surtout celui de Google, a été vraiment très orienté vers la performance puis l'utilité. Puis je trouve qu'on l'oublie des fois, on les voit vraiment comme méchants et tout, là, mais des fois, ils ont quand même rendu ce que tu viens de dire là sans l'intervention du search dans l'histoire de la publicité. Je ne sais pas si on serait rendu là aujourd'hui à dire qu'il faut que la pub elle soit utile puis intégrée puis nanana. Elle est devenue comme ça, c'est devenu important parce que il y avait justement cette notion de pertinence qui est devenue vraiment importante.
Ah oui. Mais c'est sûr que tu sais, Facebook et Google ont amené ils ont créé presque le modèle parfait de la pub. Tu sais, le niveau de ciblage que tu peux avoir avec ces partenaires-là, c'est incroyable. Ouais. Sauf qu'eux, ils ne génèrent pas d'âme. Eux autres, là, ils prennent du data, ils te le crunch, puis ils te le rendent super accessible, mais la partie l'âme là, de tout du contenu, puis l'âme de la relation entre les humains, c'est pas eux qui la font. Facebook, ils ont besoin de nous autres pour créer ce contenu, ils ont besoin des humains. C'est même des parasites, à la limite, c'est des parasites à gens comme toi, je veux dire. Ouais. Autant tu dépends d'eux pour la distribution, ils dépendent de toi pour le contenu. Fait qu'on s'entend que sans eux, sans toi, ils sont pas là. Ben moi, je me suis réconcilié avec Facebook le jour où je les ai vus. Je me suis fait une métaphore avec Facebook. Je me suis dit, Facebook, là, c'est l'équivalent de mon camion de livraison qui livre mon magazine à des boutiques. Je me suis dit, si je le vois comme ça, j'arrive à les accepter dans mon écosystème. Ouais. Parce que c'est exactement comme quand j'imprimais des magazines et j'ai distribué à plein de points de vente. Là, Facebook, pour moi, c'est l'équivalent. Si j'envoie de l'argent à Facebook pour distribuer mon contenu, c'est comme quand je payais un livreur pour aller livrer des magazines aux quatre coins du Québec. Fait que quand je le vois comme ça, je t'avoue que je me réconcilie. Mais si je les vois comme mon concurrent qui me vole mon contenu puis qui le monétise, qui monétise les auditoires que j'arrive à bâtir avec eux, ben, je les haïs, je les étriperais, je ferais un... En tout cas, bref. Mais il reste que c'est des bons distributeurs. J'avais une question pour toi, une question de mon Sébastien Neveu, tu parlais du contenu, lui, il connaît ça, le contenu, là. Créer un consortium unipublicitaire des annonceurs québécois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a du monde qui parle de ça des fois. Un genre comme si on mettait tout en commun notre inventaire, puis qu'on... Ouais, tu sais, il y en a qui ont parlé d'une DMP locale. Je sais que tu as l'entreprise M32 qui essaye de faire ça, de rassembler les éditeurs ensemble pour que leur data soit, tu sais, pour un peu faire un contrepoids, là. Comment... Ben, en tout cas, de mettre nos auditoires en commun, je pense que c'est bien parce que ça fait une force de frappe. Comme le Québec n'est pas un énorme marché, déjà, d'arriver à rejoindre nos auditoires en commun, c'est une bonne idée. De mettre des auditoires de pub display en commun, c'est comme c'est l'équivalent du Hail Mary au football. C'est comme une façon d'essayer d'aller chercher de l'argent où il y en a. Mais honnêtement, si tu me disais, là, si j'avais à miser sur le modèle des médias du futur, est-ce que c'est la pub de bannière qui est le modèle des médias du futur? Je ne miserais pas là-dessus. Fait que oui, on peut faire ça temporairement pour essayer de sauver les meubles, mais il faut avoir une vision de comment réinventer le marketing d'aujourd'hui. T'as-tu l'impression, parce que moi, quand les gens me parlent de ça, puis j'avais une réunion il n'y a pas longtemps avec des vieux de la vieille des médias au Québec qui avaient ce rêve-là, justement, là, Puis moi, j'ai l'impression des fois que il y a une couple de médias là, que je nommerai pas, là, mais qui n'ont pas le goût tant que ça de travailler ensemble, même s'ils n'ont pas le goût de se serrer les coudes, même s'ils ont le même problème. C'est sûr, il y a des groupes médias qui sont moins collaboratifs que d'autres, on dirait ça comme ça, puis c'est souvent une déclinaison de la personnalité de leurs dirigeants. Okay. Cependant, il y a de l'ouverture, tu vois, moi en ce moment... c'était subtil, hein? Je pense que les gens n'ont vu que tu peux. OK. Mais non, mais tu vois, par exemple, pour le fédéral, l'argent que le fédéral va mettre pour le COVID-19 en information de la population, moi, j'ai appelé un publisher québécois, mais qui distribue à grandeur du Canada, qui est à peu près de la même taille qu'Urbania, avec le même genre, tu sais, mais qui est beaucoup plus masse en termes de distribution. Puis moi, j'ai dit, garde... Puis, tu sais, c'est Chuck Lapointe de Narcity, tu sais, qui est pas du tout, tu sais, on n'a pas, tu sais, on se connaît bien, on est à la fois des compétiteurs puis des compléments dans le sens que, tu sais, nos marques sont pas pareilles, sauf que, tu sais, au niveau de la masse, c'est très fort. Tu sais, moi, au niveau du brand, on est fort, branded content, puis notre approche, mais j'ai dit Chuck, puis on était d'accord les deux, si on se met ensemble en ce moment, on est bien plus, tu sais, on est vraiment plus solide que si on pitch individuellement. Puis, tu sais, quand tu fais des partenariats, il faut que le partenariat... Vous pitchez ensemble. On va pitcher ensemble parce qu'on trouve que c'est stratégique. Puis le message qu'on envoie aussi au gouvernement... Il y en a une couple de vieux bokeh qui auraient intérêt à vous regarder comme exemple. Honnêtement, là, bravo. Ben, moi, je trouvais que, tu sais, les deux, on trouvait que le message qu'on envoie à l'industrie était un message que, regarde, même en temps de crise, des compétiteurs sont capables de travailler ensemble. Puis on pense que 1 plus 1 va égaler 3 parce qu'on pense que si on met nos forces ensemble en commun, mais que c'est sûr qu'on est une solution. Puis honnêtement, s'il y a des enjeux de santé publique, il faut les communiquer vite à la population. C'est des boîtes comme nous autres qui vont être capables de se revirer sur un dizaine, puis avoir des stratégies de distribution, puis créer des contenus pertinents, puis qui frappent fort. Je veux rien enlever aux médias traditionnels, mais leur turnaround time doit être 5 fois le nôtre. C'est normal, ben oui, puis ils travaillent avec des syndicats, puis toutes sortes d'autres cossins que vous n'avez pas, vous autres, nécessairement.
Il y avait une question. Un syndicat, un cossin, t'as-tu dit ça? Non, c'est juste. J'ai dit d'autres cossins. OK, excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais d'autres contraintes, j'aurais peut-être dû dire. Effectivement, tu as raison. Ouais. Oui. Il y a une question ici, changement de sujet, justement. Ici, on a Simon Etier qui nous demande, il y a beaucoup de médias qui ont ouvert leur paywall, tu sais, puis que le paywall était comme une solution pour eux, puis là, soudainement, ils l'ont enlevé. Est-ce qu'on pense qu'ils vont être obligés de le refermer à la fin de la crise ou ils vont faire le choix de rester ouverts? Je trouve ça intéressant là, comme questionnement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que le geste d'enlever le paywall, c'est un geste citoyen. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait des enjeux d'information qui étaient de santé publique, qui étaient de pertinence. À la rigueur, pas démocratique, mais dans un contexte vraiment où tu dois alerter la population sur des enjeux, parce qu'évidemment, c'est beaucoup aux États-Unis que ça s'est fait, c'est le New York Times, Washington Post, en tout cas, ils ont vraiment ouvert la partie coronavirus de leur site, mais c'est vraiment un geste citoyen. Le devoir le fait, exactement, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est vraiment temporaire. C'est un peu comme nous, ça leur permet de générer un énorme auditoire en peu de temps. Mais c'est sûr que les autres, leur modèle économique, c'est la conversion à l'abonnement. Fait que c'est sûr qu'ils vont leur fermer. Puis, je pense pas que, en tout cas, à part si je me trompe, que le New York Times et le Washington Post vont décider à la fin de cette pandémie, décider de dire fuck le paywall, on s'en va, on retourne aux bannières. Tu sais, je pense que je pense que c'est vraiment un geste de promotion pour leur marque, mais d'enjeu de santé publique. Fait que pour toi, les bannières, c'est vraiment de la merde, là. Ben, honnêtement, c'est un produit d'appoint. Pour moi, je trouve que c'est un produit de complément. Mais tu sais, quelqu'un qui me dirait, genre, tu mettrais-tu 100% de ton argent en bannière? Ben, c'est quand la dernière fois que tu as cliqué sur une bannière? C'est comme 50% dans n'importe quoi, là. Mais Jeff, c'est quand la dernière fois que tu as cliqué sur une bannière? Écoute, regarde, en toute transparence, je veux dire, nous, on est du monde du search. En 2011-2012, on a commencé à faire de la bannière parce qu'on s'est rendu compte en tant que search, donc très low funnel, on se rendait compte qu'on saturait à un moment donné. On est saturé. Là, on a découvert la bannière comme le premier outil après le search pour augmenter ton reach. Puis, on le regardait parce qu'on était des gens de clics et on était des gens d'engagement, puis on était des gens de conversion surtout. On trouvait que la bannière, ça servait à rien, mais on s'est rendu compte rapidement que quand même les views de tes bannières peuvent générer énormément de search après ou de clics directs, fait qu'on s'est rendu compte que la bannière, quand même, fonctionne. Et moi, je pense qu'elle fonctionne quand elle est ciblée. Tu sais, je veux dire, si tu es vraiment qualifié pour quelque chose puis que tu vois une bannière, je pense que ton œil va la voir. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas puis que tu trouves ça. Je suis sûr que toi aussi, tu cliques sur des bannières puis tu es influencé par des bannières, même si tu trouves que c'est un peu poche comme médium. C'est sûr que ça peut être, tu sais, de la mitraillette, là, puis on y va vraiment large. C'est pourri, là. D'ailleurs, le taux de clic moyen de l'industrie, c'est 0,05%. Là. Ça veut dire que ça te prend 2000 affichages pour avoir un clic. Là. Je veux dire, on s'entend que... Quand on parle de performance, disons que... C'est dégueulasse, mais quand c'est ciblé, je pense que ça peut avoir sa place. Je suis d'accord avec toi. Mais fait que dans le fond, pour moi, c'est toujours... C'est une question de faire passer du monde, faire évoluer du monde dans un entonnoir de conversion. Puis je pense que c'est ça l'opportunité des médias locaux, c'est de voir comment ils peuvent s'attacher avec dans cet entonnoir-là, puis comment ils peuvent s'attacher au reste de la performance pour montrer qu'ils ont un rôle à jouer. Puis no offense, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit tantôt quand tu disais que les médias traditionnels se sont assis sur leur derrière pendant 30 ans. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, une entreprise que je nommerai pas, que j'adore le contenu, avait comme une application mobile qui a lancé en grande pompe une application tablette. Et après ça, ils ont dit, on va refaire notre application mobile. Ça a pris 5 ans qu'elle fasse. Pendant ce temps-là, il y a eu 53 versions de l'application Facebook ou d'autres. Mais tu sais, c'est comme, garde, c'est juste des fois trop lent un petit peu. Là, fait que je pense qu'il faut aussi que les compagnies médias évoluent puis offrent à leurs consommateurs puis à leurs clients des produits qui vont concurrencer ou qui vont s'attacher à ce que le GAFA, notamment, va faire en lower funnel. Parce que s'ils le font pas, à un moment donné, c'est pas juste les annonceurs qui sont méchants parce qu'ils annoncent pas là. Les annonceurs, ils ont un produit à vendre. Ils sont là pour ça. Ils ont besoin d'avoir des outils qui les aident à vendre leurs produits. Ils sont pas là pour financer des médias. Tu sais, pour moi, je suis pas d'accord que c'est eux les responsables. Écoute, en retail, là, c'est pas facile. Là, tu sais. Fait que déjà, d'être en retail, t'es un courageux. T'es un warrior là, d'être en retail.
Fait que de commencer à dire que tu es en plus responsable de faire vivre un écosystème média, moi, je trouve ça un petit peu injuste. Mais je veux dire, les médias traditionnels ont été vraiment snobs. Tu vois, les médias traditionnels, c'est comme les cools de l'école qui se disaient, ah, nous, comme on a besoin d'argent pour payer notre party, on va inviter des gens qui ont des choses à vendre dans notre party. Mais on va les inviter, mais ça va être des hommes sandwich. Fait que c'est comme tu as un party, des gens qui s'amusent, puis là, tu dis, ah, on va faire entrer un défilé d'hommes sandwich, et ça, c'est la pub. On va un petit peu les snobber un peu, on va rire un peu d'eux-même. On fait un enclos, là, puis vous, les hommes sandwich, vous êtes là. Tandis que je pense que, tu sais, il faut comme média un petit peu progressiste, un petit peu qui réinvente le modèle, il faut se dire, on a un party et les annonceurs, ils sont dans le party, ils sont pas des hommes sandwich, c'est pas des hommes sandwich qui viennent parasiter le party. Des vrais participants à notre party. Là. Exactement. Puis comment ils peuvent générer une vraie valeur pour notre auditoire? Qu'est-ce qu'ils viennent? Puis c'est pour ça que j'aime le branded content, je le trouve pertinent. Parce que le branded content, c'est une façon, comment je peux faire quelque chose avec un partenaire qui s'appelle un annonceur, qui a quelque chose à vendre, et comment je peux prendre son argent, puis la transformer en quelque chose de pertinent pour mon auditoire et pertinent pour mon annonceur. Et là, oui, c'est de la gymnastique de faire parce que c'est tripartite. Tu as l'annonceur, tu as le média, tu as l'annonceur, le média, puis tu as l'auditoire. Comment tu fais quelque chose qui rend 3 personnes heureuses? Ouais, c'est pas facile. Mais il y a moyen, si tu es judicieux puis tu es intelligent, tu arrives à trouver le point d'équilibre, et si tu travailles avec des gens en marketing qui ont un peu de vision et de sensibilité, on peut faire des affaires extraordinaires. Puis c'est pas pour pas se lancer des fleurs. On en fait des bons. C'est là que le GAFA a fait une bonne job en donnant mathématiquement, en donnant une valeur plus grande à ceux qui sont utiles et appréciés dans le party. Tu sais, je veux dire, l'algorithme du Quality Score puis l'algorithme du Relevancy Rank dans Facebook va donner vraiment une valeur à quelqu'un qui se comporte bien dans le party, puis qui se comporte de façon responsable, puis il va lui donner de la valeur supplémentaire. Puis c'est là, je trouve que c'est peut-être là que les médias ont été un petit peu lents à réagir, puis qu'aujourd'hui, ils payent un petit peu pour leur lenteur à s'adapter finalement. Puis tu sais, en marketing, JF, là, les marques qu'on trouve extraordinaires, puis qui ont joué des rôles là, au niveau social, puis on pense aux campagnes de pub, des Nike, Dove, Colin Kaepernick avec Nike ou Apple. C'est des marques ou Benetton à l'époque, c'est des marques qui ont joué un rôle social, qui ont agi un peu comme un média, qui prend position sur des enjeux de société, qui assume que tu n'essaies pas de plaire à tout le monde, tu prends position comme un acteur en société. Et c'est là que justement que le lien entre les médias et les marques peut vraiment devenir fort parce qu'ils ont beaucoup d'argent, les marques, ils ont beaucoup de choses à vendre. Puis les médias ont besoin d'argent, puis ont besoin de partenaires pour faire connaître leur message. C'est là qu'il faut vraiment qu'on travaille main dans la main, puis sans devenir des putes à essayer de communiquer des messages que les marques nous disent. T'sais, après ça, moi, quand je fais du brand content, j'essaie de trouver des valeurs que j'ai en commun avec mes annonceurs. J'essaie de trouver des partenaires avec qui je peux trouver un common ground, puis avec dire, OK, on a ça en commun, on croit en telle chose, et comment on peut faire en sorte qu'on va convertir des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, puis quel intérêt on a en commun. C'est ça qu'il faut faire. Puis pour moi, c'est là qu'en ce moment, la crise, qu'elle accélère cette réflexion-là. Parce qu'il dit, si tu mets de l'argent, sois donc utile. C'est le fun des bannières, puis je vais jamais cracher sur de l'argent qui rentre en bannière. Chez nous, c'est vraiment le fun. Et la marge est extrêmement haute, on est content. Mais je génère pas de vraie valeur pour mon auditoire. Mais quand je fais un branding content avec du bon contenu, j'en génère. Il y a Nicolas Bellil qui dit, vous pensez à quoi comme exemple pour inviter les annonceurs dans le party? Toi, tu penses au branded content, justement? Oui. Des partenariats de contenu, des sponsorships de contenu. Okay, donc de s'associer sur des choses dans les... Un vrai contenu qui implique pas un annonceur, mais qui est sponsoré par un annonceur. Ça peut être ça ou du branding content, donc un contenu qui est créé en collaboration avec un annonceur. Donc, tu identifies un auditoire type que l'annonceur veut rejoindre et tu dis de quoi a besoin cet auditoire-là pour être plus heureux, plus aware, plus sensible. Donc, réellement en lien avec l'audience, avec ses besoins et non pas... On part de l'audience, puis on lui soumet une idée, on lui soumet un contenu d'un annonceur, mais qui est vraiment pertinent pour elle et non pas de l'autre bord. Exactement, mais c'est là que c'est la job des marques d'identifier, les marques le font toutes, leur auditoire cible. Mais de la même façon que les médias, nous, le talent qu'on a, c'est de bien connaître notre auditoire, de savoir quel contenu fait réagir. Mais les marques doivent travailler avec nous dans ce sens-là. Tu parlais de Chuck tantôt, de Narcity. Chuck, il me disait, moi, qu'il y a eu énormément de descente, de baisse au niveau du branded content dans les dernières années. Est-ce que c'est ça que parce que toi, tu en parles beaucoup, tu as l'air à croire que c'est encore le Holy Grail un peu. Est-ce que comment tu t'as vu évoluer un peu les revenus par rapport aux revenus d'éditeurs, là? Comment tu vois ça? Mais Chuck, c'est sûr qu'il y a une approche beaucoup plus de volume que nous. Tu sais, Chuck, c'est le 6e site le plus gros au Canada, 15 millions de UVs par mois, c'est énorme. C'est Narcity, le Montreal Blog, pour ceux qui ne le connaissent pas, Montreal Blog.
Narcity, à travers, ils sont aux États-Unis, à travers le Canada, mais tu sais, eux autres, c'est une approche de volume. Fait que c'est sûr que le branded content, puis on l'a vu aussi chez BuzzFeed, qui était beaucoup leur modèle, c'est juste que quand tu essaies de scaler ça à travers la planète, puis dans tous les marchés, si tu essaies de scaler le branded content comme tu scales la programmatique, c'est sûr que ça marche pas, tu frappes un mur. Mais si, les gars, moi, c'est là que moi, je compare plus ma marque à une marque, tu sais, à de l'achat local, comme ton boucher de quartier ou ton restaurant de quartier. Ben, tu es capable de faire quelque chose sur mesure pour un client, puis t'adapter, puis après ça, comment tu industrialises ça? Tu sais, ce sera jamais un produit à l'Amazon ou à la Facebook, parce que le contenu, c'est plate, là, mais c'est pas un produit industriel. Quand ça l'est, ça goûte à rien. C'est exactement comme quand tu achètes tes produits dans des grands supermarchés, des produits qui sont faits en super... Ça goûtera jamais comme un produit d'artisan. C'est comme de la Sapporo sans du jus de yuzu dedans. Ben voilà, c'est un produit qui est fait dans des grosses cuvettes en inox et non brassé par un artisan brasseur. OK. Ben écoute, un mot de la fin, quelque chose à dire, parce qu'on avait dit que ça durait une demi-heure, ça fait 50 minutes, puis là, je me rends compte qu'après 2 bières, c'est peut-être un peu moins sécuritaire là, de continuer cet échange. Ouais, on va dire des choses. Ben écoute, je vais souhaiter bonne fête à ma fille Chloé qui a 11 ans aujourd'hui. Oh, puis je vais aller je peux pas y aller jeter de cadeaux à part des bonbons Haribo que je vais aller acheter au magasin en face du bureau. Mais sinon, je veux juste dire à tout le monde qu'il faut vraiment rester optimiste, il faut s'entraider, il faut penser justement comment on peut... faut vraiment reculer 2 pas en arrière et essayer de regarder l'écosystème média, ben pas juste média, l'écosystème de la société au niveau des entreprises, des citoyens, puis voir quel rôle on veut jouer à travers ça, puis comment on peut justement s'entraider, puis faire en sorte qu'on bâtit l'économie à partir de notre petit jardin commun qu'on a devant chez nous. Il faut vraiment partir de qui on est, puis de qu'est-ce qu'il y a devant nous, puis se donner la main, puis travailler fort. Ben écoute, je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment très inspirant, ta vision. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est drivé par tes valeurs, puis ta business est drivé par tes valeurs. Puis chez nous, on croit énormément à ça aussi. Pour nous, on est tout le temps en train de faire le lien avec nos valeurs d'entreprise. Puis je crois vraiment à ça. Puis le côté solidarité, il va venir de gens qui sont justement qui s'appuient sur leurs valeurs avant de prendre une décision. Donc, c'est ce que je retiens beaucoup de ton approche et c'est très apprécié. Puis merci aussi de ta transparence. Tu nous as dit plein d'affaires que tu n'étais pas obligé de nous dire, puis j'apprécie énormément. Je veux dire quelque chose, Jeff, à l'ISO, on travaille ensemble sur des projets justement avec la Banque nationale 495 qu'on a bâti ensemble. Puis vous êtes des partenaires extraordinaires. Si tout le monde pouvait travailler comme vous avec nous dans ça. On a nos turfs respectifs, on sait qu'est-ce que c'est l'expertise de chacun, mais on s'entraide. Et le contrat avec la Banque nationale, c'est vous qui avez été comme un peu l'entremetteur, le matchmaker dans ce deal-là. Puis ça, je serai toujours reconnaissant pour savoir tout le travail que vous avez fait pour justement faire convaincre une banque de travailler avec un média qui a un chien qui fait caca. Là. Ça fallait vraiment que vous y croyiez. Nous, on croit beaucoup dans tout ce qui est du branded content. Puis moi, c'est une des limites que je vois du branded content. Des fois, c'est quand l'annonceur veut contrôler le message puis qui n'est pas prêt à laisser aller l'éditeur, puis à laisser aller faire confiance à l'éditeur qui connaît mieux son audience que n'importe qui d'autre. Mais ça, honnêtement, avec la banque, on est bien servi parce qu'ils connaissent ça. Puis la banque en contenu de marque, honnêtement, ça doit être top of the line mondial. Ben, on en a vu d'autres. Vraiment des partenaires hallucinants. Il y en a d'autres que le branded content ne va pas bien parce qu'ils veulent vraiment contrôler le message à 100%, comme s'ils ils pensent qu'ils sont en train de concevoir une bannière et non pas un branded content qui s'adresse à l'audience d'Urbania ou de 495. Donc ça, je te retourne la liche, là, je veux dire, vous connaissez bien votre audience, faites de la bonne job, puis il faut absolument il faut se faire confiance justement dans nos turfs respectifs, puis c'est comme ça qu'on réussit à faire une bonne job, là, je pense. Là. On fera un autre apéro, puis on parlera des agences de pub traditionnelles. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... En tout cas, si oui, ça va être sans alcool pour moi, parce que sinon, ça pourrait déraper cette histoire-là. Bon vendredi. Donc, mais merci. Merci encore. Merci à tout le monde qui était là. C'était super le fun, comme d'habitude. Puis, à très bientôt, Philippe. Bonne chance dans la gestion en tant qu'entrepreneur de toute cette situation. Salut, Jeff. Bonne pandémie. Toi aussi, puis bonne fête, Chloé. Salut. Merci, Jeff. Ciao. Ciao.